En février 2022, les champs ukrainiens près de Kiev, Kharkiv et Soumy étaient jonchés de restes calcinés de chars soviétiques, tous ayant un point commun. Il leur manquait leurs tourelles. L'onde de choc a projeté des structures en acier de plusieurs tonnes à la hauteur d'un immeuble de 7 étages, puis les a propulsés au sol à plusieurs mètres de la coque. La même scène s'est répétée dans le désert syrien en 2015, dans les rues de Grozny en 1995 et sur l'autoroute de la mort au Koweït en 1991. Le char T-72 a enduré 3 décennies de guerre et des dizaines de conflits, laissant derrière lui la même signature fatale. En Occident, les soldats ont donné à ce phénomène un surnom sinistre, le carrousel du diable. Mais les racines de cette malédiction ne se trouvent pas sur le champ de bataille. Elles remontent au bureau des concepteurs soviétiques au début des années 1970, où une décision technique a été prise, une décision qui semblait brillante, une décision qui a sauvé la doctrine militaire soviétique, et une décision qui a condamné à mort des milliers de tankistes. Au milieu des années 1960, la guerre froide est entrée dans une nouvelle phase de confrontation technologique. La construction de chars soviétiques était confrontée à un problème paradoxal. Le bureau d'études de Kharkov a créé le char révolutionnaire T-64, doté de caractéristiques inédites pour l'époque. Le moteur 5TDF développait une puissance énorme. Le blindage combiné promettait une protection contre toutes les armes anti-chars connues et le système de chargement automatique réduisait l'équipage à 3 personnes. Mais lorsque les véhicules ont commencé à arriver avec les troupes, un problème a été découvert. Le char s'est avéré incroyablement capricieux en fonctionnement. Le moteur nécessitait une attention constante de la part des mécaniciens. La suspension complexe du châssis s'encrassait et tombait en panne, et la production d'un seul véhicule coûtait une somme astronomique. Un tel char n'était pas adapté à une armée de masse destinée à s'opposer aux forces combinées de l'OTAN dans les champs d'Europe centrale. L'Union soviétique avait besoin d'un véhicule d'une classe fondamentalement différente. Pas le plus sophistiqué, mais le plus fiable. Pas le plus protégé, mais le plus simple à fabriquer. Pas un chef-d'œuvre d'ingénierie unique, mais un char qui pouvait être produit en série par milliers dans n'importe quelle usine du pays. Cette tâche fut confiée à l'Uralvagonzavod de Nijni Tagil. Lorsque les premiers T-72 de série ont commencé à sortir des chaînes de montage d'Uralvagonzavod en 1973, les tankistes soviétiques ont eu des sentiments mitigés à l'égard du nouveau véhicule. Le char était nettement plus petit que le T-64, auquel ils étaient habitués, ce qui a suscité des interrogations parmi les équipages habitués à des compartiments de combat plus spacieux. Mais les ingénieurs savaient ce qu'ils faisaient. Sa silhouette compacte offrait une cible plus petite, et le mécanisme de chargement automatique de la tourelle permettait de réduire l'équipage à 3 personnes au lieu de 4, une solution révolutionnaire pour l'époque. Le concepteur en chef Leonid Kartsev et son équipe ont opté pour une simplification radicale. Au lieu de la suspension complexe et capricieuse en damier du T-64, les concepteurs sont revenus à la suspension à barre de torsion éprouvée de l'ancien T-55. Cette solution rendait le char plus fiable et plus facile à entretenir. Cependant, le prix à payer pour cette simplicité était une conduite plus rude et une suspension plus rigide sur les terrains accidentés. Au lieu du moteur Kharkov forcé,
Un moteur diesel V46 éprouvé de 780 chevaux a été installé. Il n'était pas le plus puissant, mais il fonctionnait avec n'importe quel carburant. Du kérosène aviation à l'essence, à faible indice d'octane. Il pouvait être réparé par l'équipage sur le terrain. L'usine pouvait produire ses machines à la vitesse d'une chaîne de montage, faisant de l'URSS le propriétaire de la plus grande flotte de chars au monde. La production a atteint son apogée en 1985, lorsque près de 1559 chars sont sortis des chaînes de montage de l'Uralvagonzavod et de l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk en 12 mois. À titre de comparaison, les Américains ont produit au maximum 840 chars, un Abrams, pendant leurs meilleures années. La simplicité de la conception a donné à l'Union soviétique quelque chose que la sophistication technique ne pouvait pas offrir. Une quantité capable de submerger n'importe quel ennemi par sa masse. Kartsov lui-même n'a pas vécu assez longtemps pour assister à ce triomphe. Ou plutôt, il l'a vu, mais pas en tant que créateur d'une légende, mais en tant qu'ingénieur effacé de l'histoire. Il a combattu pendant toute la guerre en tant que tankiste, l'a terminé en tant que capitaine de la garde près de Berlin et savait par expérience ce que signifiait être assis dans une boîte en acier, sous le feu. Mais en 1969, alors que le T-72 était encore en cours de perfectionnement, un conflit avec le nouveau directeur de l'usine lui a coûté son emploi. Une lettre adressée au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique n'a pas aidé. En 1974, lorsque des prix d'État ont été décernés pour la création du char, le nom de Kartsev ne figurait pas sur la liste des lauréats. Les personnes qui ont créé les composants clés de la machine ont été effacées de l'histoire officielle par ceux qui ont interféré dans leur travail. Kartsev a vécu jusqu'en 2013 et a pu voir son char combattre en Afghanistan, en Tchétchénie et en Irak. Il a pu voir les tours s'élever vers le ciel. Savait-il alors que son compromis technique signifierait la mort de dizaines de milliers d'équipages de chars? Cette question reste sans réponse, mais le compromis lui-même, qui semblait raisonnable au début des années 1970, allait faire du T-72 la cible la plus reconnaissable sur tous les champs de bataille 20 ans plus tard. La principale caractéristique du véhicule était son faible coût de production, qui était à la fois sa force et sa future faiblesse. Le système de chargement automatique a permis d'éliminer le quatrième membre d'équipage, mais cela a nécessité une modification radicale de l'aménagement intérieur. Les munitions devaient être placées dans un mécanisme de type carrousel situé directement sous la tourelle, où un convoyeur rotatif stockait 22 cartouches à chargement séparé. 23 autres obus étaient emplacés dans des niches dans le compartiment de contrôle autour de l'équipage. Cette solution conférait au char des avantages indéniables. La tourelle était incroyablement compacte et la hauteur totale du véhicule n'était que de 2,2 mètres, ce qui faisait du T-72 le char de combat principal le plus bas au monde. Sur le champ de bataille, une telle silhouette était plus difficile à détecter et à toucher. Le char pouvait facilement se cacher dans les replis du terrain, utiliser le moindre abri et présenter une cible minimale pour les canons ennemis. Les tankistes occidentaux, habitués à des véhicules plus hauts, enviaient cet avantage. Mais toute solution technique nécessite des compromis. Le fait de placer les munitions sous et autour de l'équipage signifiait que toute brèche dans le blindage représentait une menace mortelle pour les personnes à l'intérieur.
Les concepteurs soviétiques partaient d'un raisonnement simple. Un char devait être si discret, maniable et protégé qu'il était tout simplement impossible de le toucher. Leurs collègues occidentaux pensaient différemment. Leur philosophie de conception partait du principe qu'il était inévitable d'être touché et que la tâche principale du concepteur était de garantir la survie de l'équipage dans ce cas. Dans les chars M, un Abrams et Léopard 2, les munitions étaient placées dans une niche isolée à l'arrière de la tourelle, protégée par un blindage supplémentaire et équipée de panneaux spéciaux anti-explosion. Lorsque les munitions explosaient, l'explosion était dirigée vers le haut à travers ces panneaux plutôt que vers le compartiment occupé. Il s'agissait là d'une différence de priorité. Pour la doctrine militaire soviétique, la puissance de feu, la vitesse de production et la faible visibilité étaient primordiales. La survie des équipages individuels était moins prioritaire. À la fin des années 1980, le T-72 était devenu le char de deuxième génération le plus produit en série de l'histoire. Environ 30 000 véhicules de différentes modifications sont sortis des chaînes de montage soviétiques et 6 000 autres ont été produits sous licence en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Inde et en Irak. Le char a été exporté dans plus de 40 pays à travers le monde, de Cuba à la Corée du Nord, de la Syrie à l'Angola. Il est devenu l'emblème des armes soviétiques, un symbole de la puissance militaire de l'URSS à l'ère du socialisme tardif. Mais derrière ces exportations massives se cachait un détail crucial. Les acheteurs étrangers n'achetaient pas les mêmes véhicules que ceux utilisés par l'armée soviétique. Les versions exportées du T-72M et du T-72M. Un avait un blindage de tourelle plus faible, un système de protection antinucléaire simplifié et des munitions moins efficaces. L'Union soviétique vendait l'apparence de la légende, mais pas son cœur. Les véritables chars T-72A et T-72B, équipés d'un blindage combiné, d'une protection dynamique et de missiles guidés, restaient l'apanage des forces du pacte de Varsovie. Cette politique semblait raisonnable du point de vue du secret militaire, mais ce sont les versions exportées et affaiblies du char qui ont d'abord attiré l'attention de la presse mondiale. Et ce sont elles qui ont façonné la réputation de la machine aux yeux des analystes occidentaux. Et cette réputation a été acquise au prix du sang. En janvier 1991, le monde a eu sa première démonstration claire de ce qui se passe lorsqu'un char soviétique est finalement touché. Le 26 février 1991, la plus grande bataille de chars depuis la Seconde Guerre mondiale a commencé dans le désert du sud de l'Irak. Le 2e régiment blindé américain, qui avançait à travers les positions irakiennes, entra en contact avec les unités blindées de la garde républicaine de Saddam Hussein, équipées de centaines de T-72. À 9 h du matin, une tempête de sable se leva, réduisant la visibilité à 200 mètres, et le commandement du régiment demanda un appui aérien. Mais les hélicoptères ne purent décoller. Les équipages des chars durent compter uniquement sur leurs propres armes. Ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire sous le nom de bataille de 73 Hastings. Le capitaine McMaster, qui commandait la compagnie Eagle, a été le premier à repérer la compagnie de chars irakiens dans leur position préparée. Son M1A, un Abrams, a ouvert le feu à une distance de plus de 2 km. 8 T-72 ont été détruits en quelques minutes. Poursuivant son avancée, la compagnie a rencontré une autre unité de chars composée de 18 véhicules. Les tankistes irakiens
ont tenté de manœuvrer et de riposter, mais leurs efforts ont été vains. Les viseurs thermiques américains leur ont permis de tirer à travers la tempête de sable à des distances allant jusqu'à 3,5 km. Les viseurs nocturnes des T-72 offraient une portée maximale de détection des cibles de 800 mètres et uniquement en mode actif avec un projecteur infrarouge qui révélait immédiatement la position du char. Les équipages irakiens sont morts sans même voir l'ennemi. En 6 heures de combat, le 2e escadron du régiment a détruit 55 chars, 45 autres véhicules blindés et capturé 865 soldats ennemis. Leurs propres pertes ont été nulles, tant en véhicules qu'en personnel. Une situation similaire s'est répétée sur tout le front. Sur la route de la mort, la route entre Koweït City et la frontière irakienne, les avions de la coalition ont détruit ou contraint les troupes irakiennes en retraite à abandonner environ 1400 pièces d'équipement. Parmi les épaves calcinées se trouvaient des dizaines de chars, T-72 présentant une caractéristique particulière. Presque tous avaient perdu leur tourelle, arrachée par une explosion interne de munitions. Les analystes militaires occidentaux ont ainsi pu constater de manière frappante la vulnérabilité critique de la conception soviétique, mais ils n'ont pas tenu compte d'un contexte essentiel. Les T-72M irakiens étaient des versions d'exportation dont le blindage était affaibli. Les équipages avaient reçu une formation minimale. Ils affrontaient les chars occidentaux les plus modernes, équipés de technologies d'une génération supérieure à celle développée par les soviétiques. Il ne s'agissait pas d'une comparaison équitable entre les machines, mais d'une démonstration de ce qui se passe lorsque des tactiques obsolètes et une formation insuffisante se heurtent à la supériorité technologique. Mais 3 ans plus tard, le T-72 s'est retrouvé dans une situation où la technologie de pointe n'avait plus aucune importance. Dans les zones urbaines, l'avantage n'allait pas à ceux qui avaient les meilleurs viseurs, mais à ceux qui pouvaient tirer depuis les hauteurs. Le 26 novembre 1994, une colonne de 40 chars T-72 avec des équipages russes et mixtes a avancé pour prendre d'assaut Grozny. Le plan semblait simple. Les chars devaient percer jusqu'au palais présidentiel et sécuriser la capture des cibles clés de la ville par la soi-disant opposition militaire. L'opération a échoué de manière catastrophique. Selon diverses sources, entre 4 et 18 véhicules ont réussi à quitter la ville. Les autres ont été détruits ou abandonnés par leurs équipages dans les rues de la capitale tchétchène. Les chars conçus pour les champs ouverts d'Europe et les vastes steppes de la région de la mer Noire se sont retrouvés dans des canyons urbains, où leurs avantages se sont transformés en inconvénients. Leurs tourelles compactes et leurs profils bas étaient inutiles dans les rues étroites. Les militants équipés de lance-grenades RPG-7 ont pris position aux étages supérieurs des bâtiments. Ils tiraient vers le bas, visant le point le plus faible de tout char. Le toit de la tourelle du T-72 n'avait que 45 mm d'épaisseur, ce qui n'était pas suffisant pour le protéger contre le jet cumulatif d'une grenade propulsée par fusée frappant à un angle optimal. Lorsque le toit de la tourelle était touché, l'explosion garantissait presque à coup sûr la détonation des munitions. Lorsque les opérations à grande échelle des troupes fédérales ont commencé en décembre, les pertes de chars se sont poursuivies. Au cours de la première année de la guerre, 65 véhicules ont été irrémédiablement perdus.
Lors de la deuxième campagne tchétchène, qui a débuté en 1999, l'armée a tiré les leçons de cette expérience douloureuse. Elle a modifié ses tactiques d'utilisation des véhicules blindés en milieu urbain, réduisant ainsi considérablement les pertes. Mais l'image des chars en feu dans les rues de Grozny était déjà gravée dans la mémoire de toute une génération. Un matin de février 2022, des colonnes de chars russes ont franchi la frontière ukrainienne. Une partie importante des véhicules était constituée de chars T-72B3 et T-72B3M modernisés, équipés d'un système de contrôle de tir moderne, de viseurs thermiques et d'une protection dynamique améliorée. Il ne s'agissait plus des versions simplifiées destinées à l'exportation utilisées pendant les guerres en Irak, ni des véhicules obsolètes des campagnes tchétchènes. Ces chars avaient subi une modernisation majeure et étaient proches de leurs homologues occidentaux en termes de caractéristiques formelles. Les équipages de ces véhicules étaient jeunes, beaucoup d'entre eux étant nés après l'effondrement de l'URSS et les guerres tchétchènes. On leur avait appris à tirer, à manœuvrer et à opérer au sein d'une unité. On leur avait dit que le T-72B3, avec ses nouveaux équipements électroniques et son blindage renforcé, était un char complètement différent. Mais on ne leur avait pas appris ce contre quoi aucune modernisation ne pouvait les protéger. L'ancienne vulnérabilité subsistait. Les forces ukrainiennes ont reçu des systèmes de missiles anti-chars modernes de la part de leurs partenaires occidentaux. Le Javelin américain et le NLAV britannique avaient une caractéristique essentielle en commun. Ils attaquaient la cible par le haut, frappant le char dans sa zone la plus vulnérable. C'est là, sous le blindage mince du toit de la tourelle, que se trouvait un carrousel de 22 obus pour le chargeur automatique. Les images de chars russes détruits ont envahi les médias du monde entier. Et une fois de plus, le même tableau s'est répété. Des châssis calcinés, dont les tourelles avaient été arrachées par une explosion interne et projetées à plusieurs mètres sur le côté. Les tourelles des T-72 modernes ont volé dans les airs, tout comme celles des chars irakiens il y a 30 ans. Une génération d'équipage avait changé. Le char était resté le même. Selon le groupe d'analyse Oryx, qui a calculé les pertes uniquement à partir de photographies de la scène, à la fin de la première année du conflit, la Russie avait perdu plus de 600 chars de différents types. Une partie importante d'entre eux étaient des T-72B3. La technologie anti-char moderne a rattrapé la vulnérabilité structurelle inhérente aux véhicules depuis le début des années 1970. 3 guerres, 3 décennies. La cause exacte de la mort. Mais que s'est-il exactement passé à l'intérieur du char au moment de l'impact? Pourquoi la tourelle a-t-elle été arrachée avec une telle force? Et surtout, les concepteurs soviétiques étaient-ils au courant? Pour comprendre pourquoi cela s'est produit à plusieurs reprises dans des conflits séparés par des décennies et des continents, il faut regarder à l'intérieur du char. Le système de chargement automatique des munitions était un carrousel situé à la base de la tourelle, sous la culasse du canon. Les 22 cellules du convoyeur contenaient des cartouches à chargement séparé, composées d'un projectile et d'une charge propulsive dans une douille partiellement combustible. Des munitions supplémentaires étaient stockées dans des compartiments situés dans la coque, à droite et à gauche du conducteur. En fait, l'équipage était assis au milieu d'explosifs et de munitions. Lorsque le blindage était pénétré par le jet cumulatif d'un obus ou d'une grenade anti-char, une zone de pression accrue et de température extrêmement élevée se formait instantanément
à l'intérieur du compartiment de combat. Cela suffisait à déclencher la détonation des charges propulsives dans le carrousel. 22 charges explosaient presque simultanément, créant une explosion ascendante d'une puissance énorme. La pression cherchait à s'échapper par la partie la moins protégée de la structure, à savoir l'anneau de la tourelle. La tourelle en acier de plusieurs tonnes était arrachée de son emplacement et projetée à une hauteur de 17 à 22 mètres, comparable à celle d'un immeuble de 7 étages. La force de l'explosion tuait instantanément tout l'équipage. La détonation des 22 charges propulsives s'est produite plus rapidement qu'un influx nerveux ne peut voyager de l'œil au cerveau. La température à l'intérieur du compartiment de combat a atteint plusieurs milliers de degrés en une fraction de seconde. Il ne s'agissait pas d'une mort au combat, où il est possible de riposter, de se mettre à l'abri ou de s'échapper. Entre le moment de l'impact et la fin, il y a eu une fraction de seconde que la conscience humaine n'a pas pu enregistrer. Souvent, les familles des tankistes morts n'avaient même pas de corps à enterrer. Seulement des cercueils en zinc fermés portant l'inscription « Ne pas ouvrir » et une lettre officielle sur la mort héroïque dans l'exercice de leurs fonctions. Les chars occidentaux utilisaient une philosophie fondamentalement différente pour le stockage des munitions. Dans le M, un Abrams américain, les obus étaient stockés dans un compartiment isolé, spécial, à l'arrière de la tourelle. Ce compartiment était séparé des quartiers d'habitation par une porte blindée massive qui n'était ouverte que pour le rechargement. Le toit du compartiment était équipé de panneaux spéciaux fixés par des boulons peu résistants. Lorsque les munitions explosaient, l'explosion détruisait ces panneaux et se propageait vers le haut, sans affecter l'équipage. Le char était hors d'état de fonctionner, mais les personnes à l'intérieur avaient une chance de survivre. C'était là l'incarnation d'une approche différente en matière de conception. L'armée américaine partait du principe que la formation d'un équipage de chars prenait plus de temps et coûtait plus cher que la production d'un nouveau véhicule. L'équipage est plus important que le char. La doctrine militaire soviétique avait un point de vue différent. Robert Hamilton, professeur à l'US Army War College, l'a exprimé sans détour après avoir analysé les pertes de chars russes en Ukraine. Pour la Russie, les hommes sont aussi sacrifiables que les machines. Aujourd'hui, plus de 50 ans après son entrée en service, le T-72 reste l'un des chars les plus utilisés au monde. Ce véhicule est impliqué dans des conflits allant de la Syrie au Yémen, du Donbass au Sahel africain. Sa modernisation se poursuit. L'armée russe reçoit des T-72 B3M améliorés, dotés d'équipements électroniques modernes et d'une protection renforcée. L'Inde développe ses propres options de modernisation pour sa flotte de plus de 2000 véhicules. Le successeur direct du T-72 est le char T-90, qui constitue une modernisation en profondeur de la conception de base. L'histoire a créé un paradoxe. La faiblesse la plus évidente et la plus critique du char ne l'a pas empêché de devenir le char de combat principal de deuxième génération, le plus durable et le plus utilisé. En fin de compte, l'histoire du T-72 n'est pas une histoire de bonne ou de mauvaise ingénierie. C'est une histoire de choix. Un choix entre la quantité et la qualité, entre la protection du véhicule et la protection des personnes qui s'y trouvent, entre une production bon marché et le coût en vies humaines. Les concepteurs soviétiques ont créé un char qui correspondait parfaitement à la doctrine de l'époque. Produit en série, simple, fiable,
capable d'être fabriqué à des milliers d'exemplaires et de combattre dans toutes les conditions. Mais cette doctrine supposait que les ressources humaines étaient inépuisables et que les équipages individuels avaient moins de valeur que l'efficacité au combat de la machine 30 000 chars. Des centaines de milliers de tankistes ont franchi les écoutilles de ces machines pendant un demi-siècle de service. Et une question que le T-72 pose à chaque conflit des 50 dernières années. Combien vaut la vie d'un soldat? L'Union soviétique a répondu à cette question par son choix dans les années 1970. La Russie moderne continue de donner la même réponse en envoyant des versions modernisées de la même machine au combat contre un ennemi qui a appris à frapper précisément son seul point faible fatal. L'histoire du T-72 est un miroir qui reflète la philosophie de la guerre, où l'efficacité du système est plus importante que la vie de la personne qui s'y trouve.